Bonjour, je m'appelle Nathalie Olivier, j'ai 84 ans et je vais vous raconter une histoire qui a marqué ma vie à jamais. Avant de commencer, si vous aimez cette vidéo, merci de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et de m'indiquer dans les commentaires d'où vous la regardez. J'adore savoir que mes histoires atteignent autant d'endroits différents. C'était en juillet 1968. Je m'en souviens comme si c'était hier. L'hiver avait été particulièrement froid à São Paulo cette année-là. J'avais 27 ans, 2 petites filles, Marianne, 6 ans, et Juliette, à peine 4 ans, et une maison que nous avions achetée avec tellement de sacrifices dans le quartier du Brás. Ce n'était pas un manoir, mais c'était notre foyer construit brique par brique avec l'argent que mon mari Albert et moi avions économisé. Albert était un homme charmant, de ceux que tout le monde admirait. Grand, toujours bien habillé, il avait ce sourire qui illuminait n'importe quel lieu. Nous nous sommes rencontrés en 1960 lors d'une kermesse à l'église. Ce fut un coup de foudre, du moins pour moi. Nous nous sommes mariés seulement 6 mois plus tard, contre la volonté de ma famille, qui pensait que j'allais trop vite. « Nathalie, tu ne connais même pas cet homme ?» me disait ma mère. « Mais l'amour, c'est comme ça, non? Il nous rend sourds aux conseils. » Albert tenait un petit restaurant rue José Paulino. Ce n'était pas grandiose, mais cela suffisait pour nous faire vivre et pour nous assurer une vie confortable. J'aidais comme je pouvais, partageant mon temps entre le restaurant et mes filles. Je me levais à 5 heures tous les matins pour préparer les pâtes fraîches que nous servions au déjeuner pendant qu'Albert s'occupait des courses et du service aux clients. À cette époque, je cousais aussi pour compléter nos revenus. J'avais appris avec ma grand-mère dès l'âge de 8 ans et je faisais de petites retouches et ajustements pour les voisines. Jamais je n'aurais pensé que cette compétence deviendrait un jour mon bouée de sauvetage. Le restaurant marchait bien, tellement bien qu'Albert commença à s'absenter de plus en plus, disant qu'il devait aller chez des fournisseurs, à des foires, à des réunions avec de potentiels investisseurs. Je croyais chacune de ses paroles. Pourquoi ne l'aurais-je pas fait? C'était mon compagnon, le père de mes filles. L'homme qui avait promis de m'aimer et de me respecter jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est un mardi ordinaire que mon monde s'est écroulé. Albert était sorti tôt, comme toujours, disant qu'il allait vérifier une nouvelle livraison de vin importé d'Italie. Les filles étaient à l'école et j'en ai profité pour aller à la banque déposer l'argent des coutures que j'avais faites cette semaine. Quand je suis arrivée à la banque, je me suis rendu compte que j'avais oublié mon livret d'épargne à la maison. Je suis vite rentrée, car la banque fermerait dans 1 heure. En entrant chez moi, j'ai entendu un bruit étrange venant de notre chambre, un rire féminin suivi de la voix d'Albert. Mon cœur s'est mis à battre d'une façon que je n'avais jamais ressentie auparavant. J'ai monté les escaliers en silence, chaque marche pesant 1 tonne. La porte de la chambre était entr'ouverte, et ce que j'ai vu à travers cette fente a changé ma vie à jamais. Albert était dans notre lit, le même lit où nos filles avaient été conçues, avec Éléonore, la professeure de piano de nos filles. Je n'oublierai jamais cette scène. Ses cheveux roux étalés sur mon oreiller, les mains d'Albert parcourant le corps de cette femme qui venait chez nous tous les jeudis pour enseigner Chopin et Mozart à nos filles. Je suis restée paralysée, comme si quelqu'un venait de me jeter un seau d'eau glacée. Je n'ai pas fait de scandale, je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. Je suis descendue les escaliers en silence, comme je les avais montés. Je suis sortie de chez moi et je suis allée à la banque, comme prévu initialement. Sauf qu'au lieu de déposer l'argent, j'ai retiré le peu que nous avions sur le compte joint. Seulement 120 cruzeiros, une somme dérisoire comparée à ce dont nous aurions besoin pour repartir à zéro. Quand je suis revenue à la maison, Albert était déjà parti, ainsi que la professeure, comme si de rien n'était. Pendant le dîner, il a parlé avec enthousiasme des vins qu'il avait achetés et de la manière dont cela attirerait plus de clients au restaurant. Je souriais et acquiesçais, tandis qu'à l'intérieur de moi, quelque chose mourait et quelque chose de nouveau commençait à naître. Les jours suivants, je me suis efforcée de paraître normale. Je continuais à me lever tôt, à préparer les pâtes, à m'occuper des filles, mais j'ai commencé à faire davantage attention aux détails. C'est ainsi que j'ai découvert qu'Albert ne me trompait pas seulement avec Éléonore. Il détournait aussi de l'argent du restaurant. La comptabilité n'a jamais été mon fort, mais même moi, je pouvais voir qu'il y avait quelque chose qui clochait dans les chiffres.
Les recettes ne correspondaient pas au mouvement que nous constations chaque jour. Les dépenses étaient bien plus élevées qu'elles ne devraient l'être. Albert était en train d'épuiser notre petite affaire centime par centime. Une nuit, alors qu'il dormait profondément, j'ai trouvé un relevé bancaire dans la poche de sa veste. Albert avait un compte séparé dans une autre banque où il déposait régulièrement des sommes importantes. En 6 mois, il avait accumulé une belle somme d'argent, de l'argent qui aurait dû être investi dans notre entreprise, dans nos économies pour l'avenir de nos filles. Au cours des semaines suivantes, j'ai poursuivi mon enquête en silence. J'ai découvert qu'Albert avait loué un appartement en centre-ville où il retrouvait Éléonore. Pire encore, il prévoyait de fuir avec elle à Rio de Janeiro, où il ouvrirait un nouveau restaurant avec notre argent. Cet argent, c'était aussi le fruit de mes sacrifices. Son plan était simple et cruel, me laisser avec les dettes, l'hypothèque de la maison à payer et 2 jeunes enfants à élever. Sans qualification professionnelle, sans expérience en dehors du restaurant, je serais complètement désemparée. Il comptait là-dessus, pensant que je n'aurais pas la force de le retrouver ou de revendiquer quoi que ce soit. Cette nuit-là, allongée à côté de l'homme qui préparait ma chute, j'ai pris la décision qui allait changer le cours de ma vie. Je ne serais pas la victime de cette histoire. Je serai l'héroïne de ma propre vie. Une décision n'est que le premier pas. Le plus dur, c'est de trouver la force de la suivre quand tous les chemins semblent impossibles. Mais, comme ma grand-mère disait toujours, quand la vie ferme une porte, Natalia, elle n'ouvre pas une fenêtre. Elle attend que tu construises ton propre chemin. Le lendemain matin de cette découverte, je me suis levée tôt, comme d'habitude. J'ai préparé le petit déjeuner pour les filles, je les ai préparées pour l'école et je les ai emmenées avec le même sourire qu'à mon habitude. Personne n'aurait pu deviner la tempête qui faisait rage en moi. Il était essentiel de garder les apparences pendant que je mettais mon plan en marche. Quand Albert est parti au restaurant, j'ai commencé à agir. D'abord, je suis allée dans la chambre que nous utilisions comme débarras et j'ai ouvert le vieux coffre en bois où je gardais les tissus restants de mes coutures. Au fond, il y avait une boîte de cigares qui avait appartenu à mon père. À l'intérieur, j'ai caché les 120 cruzeiros que j'avais retirés de la banque la veille. Ce n'était pas grand-chose, mais ce serait un début. Ensuite, je me suis assise devant la machine à coudre Singer que ma grand-mère m'avait donnée quand je me suis mariée. C'était une relique qu'Albert avait toujours voulu vendre, prétendant qu'elle prenait trop de place dans le salon. Je regardais cette machine, me souvenant comment ma grand-mère avait économisé pendant des années pour l'acheter. « Cette machine va nourrir des générations », disait-elle. Elle ne savait pas à quel point elle avait raison. Ce même jour, je suis allée voir Madame Carmen, ma voisine, qui travaillait comme femme de chambre dans un hôtel de luxe en centre-ville. Cela faisait des mois qu'elle me demandait de faire des retouches sur ses uniformes, mais je n'avais jamais le temps entre le restaurant et les enfants. « Madame Carmen, avez-vous toujours besoin de ces retouches ?» lui ai-je demandé, le cœur lourd. C'était la première fois que je cherchais un travail en dehors de notre cercle familial. « Natalia, bien sûr que j'en ai besoin. Et regarde, les autres filles de l'hôtel me demandaient aussi si je connaissais quelqu'un qui coude. Les nouveaux uniformes qui sont arrivés sont tous trop grands. » C'est ainsi que tout a commencé. Ce même après-midi, j'ai ajusté 3 uniformes pendant qu'Albert croyait que j'étais au marché, en train d'acheter des ingrédients pour le restaurant. La semaine suivante, j'avais déjà 8 pièces à ajuster. En 1 mois, je cousais pour presque toutes les employées du Grand Hôtel de São Paulo. J'avais besoin d'une excuse pour sortir plus souvent de la maison. Alors, j'ai commencé à inventer que j'aidais ma cousine Thérèse avec les préparatifs du mariage de sa fille. Albert ne s'intéressait jamais beaucoup à ma famille, donc il ne posait pas de questions. Et Thérèse, quand elle a appris ma situation des mois plus tard, a confirmé mon histoire sans hésiter. La solidarité entre femmes est quelque chose que des hommes comme Albert ne comprendront jamais. L'argent que je gagnais était peu, mais c'était uniquement le mien. Chaque cruzado allait dans cette boîte à cigares qui devint vite trop petite. J'ai commencé à garder l'argent dans un pot de farine vide, au fond du garde-manger. Albert détestait cuisiner et n'y mettait jamais les pieds, mais j'en avais vraiment besoin, bien plus si je voulais commencer une nouvelle vie avec mes filles. C'est alors qu'une opportunité est apparue, une opportunité qui allait tout changer. Madame Olivia, l'épouse du propriétaire de l'hôtel, cherchait quelqu'un pour faire la robe de bal de sa fille. Les couturières qu'elle connaissait demandaient une fortune et elle voulait économiser. Natalia,
penses-tu que tu pourrais faire une robe de fête ?» demanda Madame Carmen un après-midi d'octobre. À ce moment-là, j'ai hésité. Faire des ajustements était une chose, créer une robe entière en était une toute autre, mais le désespoir nous rend courageux. « Bien sûr que je peux », ai-je répondu, avec une assurance loin d'être sincère. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai esquissé plusieurs modèles jusqu'à l'aube, m'inspirant des magazines de mode que j'avais achetés en cachette. Lorsque Madame Olivia est venue me voir 3 jours plus tard, elle a choisi le modèle le plus élaboré, une robe en satin bleu marine avec des détails en dentelle française. Le tissu serait à sa charge, ce qui fut un soulagement pour moi, car je n'avais pas les moyens d'investir à ce moment-là. « Combien demandez-vous, Natalia ?» demanda Madame Olivia, une femme élégante d'âge moyen. Je n'avais aucune idée du prix correct. Si je demandais trop, je perdrais l'opportunité. Si je demandais trop peu, je travaillerais presque gratuitement. Je me suis rappelé que la couturière du centre avait demandé 350 cruzados. 300 cruzados, Madame Olivia, dis-je, retenant mon souffle. À ma grande surprise, elle ne négocia pas. Elle se contenta d'acquiescer et me remit une enveloppe avec la moitié du montant en acompte. Je n'avais jamais vu autant d'argent d'un coup. J'ai besoin de la robe dans 3 semaines. La remise des diplômes est le 15 novembre. Travailler sur cette robe tout en respectant toutes mes autres obligations fut le plus grand défi de ma vie jusqu'ici. Je me levais à 4 heures du matin pour coudre avant que les filles et Albert ne se réveillent. Ensuite, je poursuivais ma routine habituelle au restaurant. Le soir, quand tout le monde dormait, je retournais à ma machine à coudre. Pour cacher mon travail, j'avais couvert la mannequin improvisée avec des journaux et du scotch d'un drap. Si Albert demandait, je dirais que je faisais simplement de gros ajustements pour une cliente. À chaque essayage de la robe, Madame Olivia devenait de plus en plus enthousiaste. Lors de l'essayage final, une semaine avant la remise des diplômes, ses yeux se remplirent de larmes en voyant sa fille vêtue de ma création. « Natalia, c'est une œuvre d'art », murmura-t-elle en serrant fermement mes mains. Le jour de la livraison finale, Madame Olivia ne se contenta pas de me payer les 150 cruzados restants. Elle ajouta un pourboire de 50 cruzados, l'équivalent d'1 mois de ce que je gagnais en ajustant des uniformes. « Tu as un don, Natalia. Toutes mes amies voudront savoir qui a fait cette robe. » Et c'est ce qui arriva. En décembre 1968, j'avais déjà des commandes pour 6 robes de soirée. Je travaillais en cachette, toujours au moment où Albert était dehors ou endormi. Mes filles savaient que quelque chose se passait, mais elles croyaient à l'histoire selon laquelle j'aidais d'autres femmes en tant que service, et non comme un travail. En janvier 1969, ma jarre de farine contenait déjà près de 1000 cruzeros. C'était beaucoup d'argent, mais pas encore assez pour tout recommencer avec 2 petits-enfants. Albert continuait avec son plan de fuite. J'ai remarqué qu'il vendait progressivement les équipements du restaurant, les remplaçant par des versions moins chères et de moindre qualité. L'affluence du restaurant diminuait également car la nourriture n'était plus la même. Une nuit, en fouillant dans les poches d'Albert pendant qu'il prenait son bain, je suis tombée sur une lettre d'Éléonore. « Mon amour, j'ai déjà acheté les billets pour Rio. Le 15 mars, nous serons enfin libres. J'ai hâte que nous commencions notre vie ensemble dans le nouveau restaurant. » 15 mars. J'avais un peu plus de 2 mois pour finaliser mon plan. Je devais tout accélérer. C'est à ce moment-là que j'ai pris la décision la plus risquée jusqu'à présent. J'ai cherché Madame Olivia et lui ai avoué que j'avais besoin d'aide. Je n'ai pas parlé de la trahison. Je lui ai juste dit que je mettais de l'argent de côté pour ouvrir mon propre atelier, mais que j'avais besoin d'un espace pour travailler. En attendant, la chambre de derrière chez moi est vide depuis le décès de ma mère, a dit Madame Olivia. Tu peux l'utiliser comme atelier provisoire jusqu'à ce que tu trouves ton propre espace. En échange, je souhaite une réduction sur les robes pour mon 50e anniversaire. C'est ainsi qu'en février 1969, j'ai commencé à apporter ma machine à coudre chez Madame Olivia tous les jours, disant à Albert que j'aidais à organiser une grande fête. Là, je pouvais travailler sans interruption pendant plusieurs heures, pendant que mes filles étaient à l'école. L'après-midi, je récupérais les filles, rentrais à la maison et reprenais mon rôle de femme dévouée. Les commandes augmentaient chaque semaine. La robe de bal de Lucie, la fille de Madame Olivia, avait été un véritable succès.
Maintenant, ce n'étaient pas seulement les employés de l'hôtel qui me recherchaient, mais aussi les clientes et les amis de Madame Olivia, des femmes de la haute société poliste qui payaient sans hésiter pour mes services. 1er mars 1969. Il restait 2 semaines avant le jour où Albert prévoyait de partir. Ma jarre de farine contenait maintenant 2600 cruzeiros. Ce n'était pas une fortune, mais cela suffirait pour les premiers mois, pendant que je mettrais en place mon propre commerce. Le plan était presque prêt. Je ne serais pas simplement abandonnée, je serais celle qui abandonnerait la première. On dit que la meilleure vengeance est de bien vivre. Mais j'ai découvert quelque chose de mieux. Bien vivre tout en laissant votre traître observer votre succès de loin, sans pouvoir y participer. La 2e semaine de mars 1969 a été la plus intense de ma vie jusqu'à présent. Alors qu'Albert finalisait ses préparatifs pour fuir, moi aussi je peaufinais les miens. La différence, c'est qu'il ne savait rien de mes plans, alors que moi je connaissais chaque détail des siens. Le 10 mars, un lundi pluvieux, je me suis levée tôt, comme toujours. J'ai préparé le petit déjeuner pour la famille et habillé les filles pour l'école. Quand Albert est parti pour le restaurant, j'ai commencé à mettre en œuvre ce que je préparais depuis des mois. D'abord, je suis allée à la banque et j'ai ouvert un compte à mon nom. J'y ai déposé presque tout l'argent que j'avais économisé, ne gardant que ce dont j'aurais besoin pour les semaines à venir. Ensuite, j'ai visité 3 biens à louer. Le 3e était parfait, une petite boutique avec vitrine sur la rue Augusta, pas très loin de l'hôtel où résidait Madame Olivia. Il y avait un espace à l'arrière qui servirait d'atelier de couture et une petite pièce que je pourrais transformer en chambre pour les filles les jours où elles auraient besoin de rester avec moi après l'école. « J'ai besoin du contrat pour aujourd'hui » ai-je dit au propriétaire, un monsieur portugais aux sourcils fournis. Et je voudrais garder cette affaire confidentielle pour le moment. C'est une surprise pour ma famille. Moi qui paraissais méfiant, mais quand j'ai montré l'argent du 1er mois de loyer, plus le dépôt, ses doutes se sont envolés. J'ai signé le contrat sous le nom de Nathalie Olivier, sans celui de mon époux. C'était le premier document officiel que je signais ainsi depuis 1960. J'ai ressenti un mélange de peur et de liberté que je n'avais jamais connu auparavant. Le lendemain, j'ai commencé à transférer mes affaires dans ce nouvel espace. D'abord la machine à coudre, puis les tissus, fils, aiguilles et autres fournitures. Tout a été fait petit à petit pour ne pas éveiller les soupçons. Albert était tellement absorbé par ses propres plans qu'il ne remarquait même pas mes absences plus longues. Madame Olivia et quelques-unes de ses amies m'ont aidé en achetant les matériaux dont j'avais besoin pour installer l'atelier. Des chaises, une table de coupe, un paravent pour les essayages et, surtout, un mannequin professionnel. Jusqu'alors, je travaillais avec un mannequin improvisé, fabriqué en papier mâché et en ruban adhésif. C'était comme si un artisan recevait son premier vrai pinceau après des années à peindre avec ses doigts. Le 13 mars, tout était prêt. Mon petit atelier avait un charme modeste mais restait professionnel. Dans la vitrine, j'avais mis la robe bleue que j'avais confectionnée pour Lucie, qui me l'avait gentiment prêtée pour l'exposition. À côté, une simple affiche disait « Atelier Natalia, haute couture ». C'était prétentieux, je le sais bien. Je n'avais pas étudié à Paris, ni appris auprès de grands maîtres. Mais à cette époque, je savais déjà qu'une partie du succès vient de la confiance que nous projetons. Le 14 mars, la veille de la fuite planifiée d'Albert, fut la journée la plus difficile. Je suis rentrée chez moi après avoir tout préparé à l'atelier et j'ai fait comme si de rien n'était. J'ai préparé le dîner préféré d'Albert, un rôti avec des pommes de terre. J'ai mis les filles au lit et même vaporisé le parfum qu'il aimait. Je voulais que sa dernière nuit à la maison soit mémorable, mais pour des raisons qu'il n'aurait jamais imaginées. Pendant qu'il dormait, j'ai fait les valises pour moi et les filles. Juste l'essentiel. Des vêtements, des papiers, quelques photos et les jouets favoris d'elle. J'ai écrit une lettre pour lui que je laisserai sur la table de la cuisine. Ce n'était ni une lettre d'adieu, ni une lettre de colère. C'était simplement un avis que je savais tout et que je ne serais plus là quand il reviendrait du travail le lendemain. La nuit fut longue. Je n'ai pas pu fermer l'œil. Je regardais le visage de Albert, essayant de comprendre comment quelqu'un que j'avais tant aimé pouvait me trahir avec tant de calcul.
Je ne ressentais plus de colère, juste une froide détermination à avancer. Le matin du 15 mars, Albert est sorti tôt comme à son habitude. Il m'a embrassé sur le front avant de partir, comme si c'était un jour ordinaire. « Je rentre pour déjeuner », a-t-il dit, sachant que c'était un mensonge. Ses valises étaient déjà cachées dans la voiture garée à quelques pâtés de maison. Dès que la porte s'est refermée, j'ai réveillé les filles. « Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de différent », ai-je expliqué en les aidant à s'habiller. « Maman a une surprise pour vous. » Elles étaient excitées à l'idée d'une surprise, mais aussi un peu perplexes quand j'ai commencé à mettre plusieurs de leurs vêtements dans des valises. « On va voyager, maman ?» a demandé Juliette en frottant ses petits yeux encore endormis. « D'une certaine manière, oui, » ai-je répondu en essayant de garder une voix ferme. « Nous allons déménager dans une nouvelle maison où toi et Marianne aurez plus de place pour jouer. » Ce n'était pas facile d'expliquer à des enfants de 5 et 7 ans que nous quittions notre maison sans leur père. J'ai choisi de dire juste l'essentiel, que papa devait partir en voyage pour le travail pendant longtemps et que nous aurions notre propre maison en attendant. Les explications complètes viendraient petit à petit, quand elles pourraient mieux comprendre. À 9 heures du matin, un taxi s'est arrêté devant notre maison. J'ai mis les valises dans le coffre, aidé les filles à monter et j'ai jeté un dernier regard à la maison où j'avais vécu presque une décennie. Je n'ai ressenti aucune tristesse, juste une étrange sensation de soulagement. « Où allons-nous, madame ?» a demandé le chauffeur de taxi. « Rue Augusta, numéro 728. » J'ai répondu « L'adresse de mon nouvel atelier et du petit appartement à l'arrière qui serait notre foyer temporaire. » Quand nous sommes arrivés, les filles étaient émerveillées par l'atelier. Pour elles, cela ressemblait à une boutique de princesse avec des tissus colorés, des dentelles délicates et la robe bleue éclatante dans la vitrine. « Tu vas faire des robes comme ça, maman ?» a demandé Marianne en touchant le verre de la vitrine avec ses petits doigts. « Oui, ma chérie. Ce sera le travail de maman désormais. Les premiers jours ont été les plus difficiles. Les filles ressentaient l'absence de leur père, de la maison, des jouets que nous avions dû laisser derrière. Je travaillais depuis l'aube jusqu'à tard dans la nuit, profitant du fait qu'elles dormaient dans la petite chambre que j'avais installée à l'arrière de l'atelier. Une semaine après notre déménagement, j'ai reçu la visite de Thérèse, ma cousine. Elle venait donner des nouvelles d'Albert. « Il est rentré chez lui ce même jour, Natalia ?» m'a-t-elle raconté. « Il était furieux en voyant que toi et les filles étiez partis. Il est même allé au commissariat, mais quand l'inspecteur lui a demandé où il avait passé la journée, il a réalisé qu'il ne pouvait pas dire la vérité sans s'incriminer. Il raconte à tout le monde que tu l'as abandonné en emmenant ses filles. Je ne me souciais pas des rumeurs. » Albert allait bientôt découvrir qu'il avait des problèmes bien plus graves. Le restaurant était en faillite, englouti par des dettes qu'il m'avait cachées. Et maintenant, sans la professeure de piano qui apparemment l'avait également abandonné en découvrant ses dettes, elle était complètement seule. Pendant ce temps, mon petit atelier commençait à prendre vie. La première cliente officielle fut Madame Olivia qui commanda une robe pour son 50e anniversaire. Ensuite vinrent ses amis, les clientes de l'hôtel, les employés qui, auparavant, ne me demandaient que de petits ajustements. En avril 1969, un mois après l'ouverture, j'avais déjà suffisamment de commandes pour les 2 mois suivants. Le tournant est arrivé en juin, lorsque la fille du gouverneur est entrée par hasard dans mon atelier. Elle avait vu la robe bleue dans la vitrine et en était tombée amoureuse. Elle voulait quelque chose de similaire pour une fête de fiançailles. La robe que j'ai confectionnée pour elle a été mise en avant dans le cahier social du journal, avec une petite note précisant qu'elle avait été réalisée dans l'exclusif atelier Natalia. À partir de ce moment-là, les clientes ont commencé à affluer de tous les coins de la ville. J'ai dû engager 2 assistantes, toujours en 1969. Lucie, une dame qui avait travaillé pendant des décennies dans une usine de tissus, et Claire, une jeune apprentie de seulement 17 ans qui avait un talent naturel pour la broderie. En décembre de cette même année, j'ai loué l'espace à côté de l'atelier pour m'agrandir. Les filles s'étaient déjà adaptées à cette nouvelle vie. Je les ai inscrites dans une école privée près de l'atelier où elles pouvaient rester toute la journée pendant que je travaillais.
Le soir, nous nous installions toutes les trois dans la petite cuisine de notre appartement improvisé et elles me racontaient leur journée. C'est Marianne, ma fille aînée, qui m'a un jour demandé « Maman, pourquoi papa ne vient-il jamais nous rendre visite ?» C'était une question que je savais qu'elle poserait un jour, mais malgré tout, ça m'a fait mal de l'entendre. « Ton père vit maintenant dans une autre ville, ma chérie. Il a un nouveau travail là-bas. » répondis-je, optant pour une demi-vérité. Je ne voulais pas que mes filles grandissent avec de la rancune envers leur père, même s'ils la méritaient. La vérité était qu'Albert avait essayé de me retrouver, non pas par amour ou souci pour ses filles, mais parce que le restaurant avait complètement fait faillite. Il avait perdu tout ce qu'il avait aux créanciers et travaillait maintenant comme serveur dans un restaurant de 3e ordre au centre-ville. Éléonore, la professeure de piano, avait disparu avec le peu d'argent qu'il lui restait. En 1970, mon atelier était déjà connu dans tout São Paulo. J'ai commencé à participer à des défilés de mode locaux, présentant mes créations à un public de plus en plus large. Les filles, maintenant âgées de 8 et 7 ans, adoraient assister aux défilés et voir les robes que leur mère avait créées défiler sur les podiums improvisés dans les clubs et hôtels de la ville. C'est aussi cette année-là que j'ai pris la décision la plus importante. J'ai acheté une petite maison dans l'Alameda Santos pour en faire notre foyer définitif. C'était la première propriété à mon nom, acquise avec l'argent que j'avais moi-même gagné. Le jour où j'ai reçu les clés de cette maison a été l'un des plus heureux de ma vie. Le succès m'a apporté non seulement un confort matériel, mais aussi une confiance que je n'avais jamais connue auparavant. Je n'étais plus la Natalia timide qui acceptait n'importe quel traitement de peur de se retrouver seule. J'étais une femme d'affaires respectée et admirée qui élevait ses filles avec dignité et fierté. Et ainsi, pièce par pièce, point par point, j'ai construit non seulement un atelier prospère, mais une nouvelle vie. Une vie où j'étais la protagoniste et non la figurante. Une vie que personne ne pourrait me prendre, car elle avait été construite de mes propres mains. On dit que le temps guérit toutes les blessures, mais certaines cicatrices restent pour nous rappeler combien nous sommes forts. Et parfois, le passé revient pour nous tester, pour voir si nous avons toujours cette force qui nous a sauvés une fois. L'année 1973 a été marquante pour moi. Mon atelier n'était plus seulement une petite boutique dans la rue Augusta. Il occupait désormais un bâtiment entier sur l'Oscar Freire, la rue la plus chic de São Paulo. L'atelier Natalia s'est transformé en Maison Natalia, avec 3 étages consacrés à la haute couture. Au rez-de-chaussée se trouvaient les robes prêtes pour les fêtes et occasions spéciales. Au premier étage, l'espace destiné aux clientes désirant des pièces exclusives. Au 2e étage, le secteur des mariés, qui était devenu notre spécialité. Je ne cousais plus seule. J'avais une équipe de 20 couturières, toutes formées personnellement par moi. Chaque pièce qui sortait de Maison Natalia passait par mon approbation finale avant d'être livrée. Mon nom était devenu synonyme de qualité et d'élégance. Marianne, ma fille aînée, avait 11 ans et montrait déjà un intérêt pour le métier. Les après-midi après l'école, elle s'asseyait à mes côtés et regardait pendant que je dessinais de nouveaux modèles. Juliette, avec ses 9 ans, préférait la musique et avait des cours de piano 3 fois par semaine. Ironie du destin, quand on considère comment tout a commencé. Nous vivions dans une grande maison à Jardim Europa, l'un des quartiers les plus chics de la ville. Le temps où nous partagions une petite chambre au fond du premier atelier semblait bien lointain. Les filles avaient chacune leur chambre, décorée selon leur goût. Nous avions une gouvernante qui s'occupait de la maison, et une nourrice qui aidait avec les enfants quand je devais rester tard à la maison. Sur le plan financier, j'avais dépassé toutes les attentes que j'aurais pu avoir en partant ce matin de mars 1969. La Maison Natalia était un succès commercial habillant les femmes les plus influentes de la société paulistana. J'avais investi dans l'immobilier, y compris dans l'immeuble qui abritait la maison. À 32 ans, j'étais une femme d'affaires prospère, respectée dans mon milieu. Quant à Albert, je pensais rarement à lui. D'après quelques nouvelles que je recevais, je savais qu'il avait tenté d'ouvrir un autre restaurant après la faillite du premier, mais avait échoué à nouveau. Ensuite, il avait travaillé à plusieurs endroits comme serveur ou cuisinier, sans jamais rester longtemps.
Les filles demandaient parfois des nouvelles de lui, et je répondis toujours par des demi-vérités, disant qu'il voyageait pour le travail ou qu'il vivait dans une autre ville. C'est un mardi pluvieux de mai 1973 que le passé est venu frapper à ma porte. J'étais dans mon bureau au premier étage de la maison, en train de revoir les croquis pour la collection d'hiver, quand Lucie, ma plus ancienne assistante, entra avec une expression inquiète. « Madame Natalia, il y a un homme en bas qui insiste pour vous parler. Il dit que c'est urgent. »« A-t-il rendez-vous » demandai-je sans lever les yeux de mes croquis. « Non, madame, il dit que c'est votre mari. » J'eus l'impression que la température de la pièce chutait soudainement. Mon crayon s'arrêta au milieu d'un trait, laissant une marque irrégulière sur le dessin que je travaillais avec tant de soin. Je pris une profonde inspiration avant de répondre. « Dites-lui que je suis occupée, s'il vous plaît. » Lucie hésita, puis acquiesça et sortit. 5 minutes plus tard, elle revint. « Je vous prie de m'excuser, madame. Natalia, mais il refuse de partir. Il dit qu'il restera dans le hall toute la journée si nécessaire. Il est un peu agité. » Je regardais par la fenêtre de mon bureau qui donnait sur la rue. La pluie tombait sans répit, formant de petites flaques sur le bitume. Soudain, la petite fille effrayée que j'étais un jour a voulu se cacher, fuir par la porte de derrière. Mais la femme que je suis devenue savait que certaines batailles doivent être livrées. « Très bien, Lucie, fais-la entrer. » Dans les minutes qui ont suivi, j'ai coiffé mes cheveux, mis un rouge à lèvres rouge et ajusté ma posture sur la chaise. Lorsque la porte s'est rouverte, j'étais assise derrière mon grand bureau en acajou, les mains croisées sur un dossier de dessin, comme une reine sur son trône. Albert est entré comme un fantôme du passé. Il était plus mince, avec des cheveux clairsemés poivre et sel aux tempes. Il portait un costume usé qui avait déjà connu des jours meilleurs. Ses yeux, autrefois brillants et confiants, semblaient maintenant ternes, perdus. Pendant un moment, j'ai ressenti une pointe de pitié, mais je l'ai vite chassé. Il avait fait ses choix. « Natalia, » a-t-il dit d'une voix rauque, « tu es belle. »« Que veux-tu, Albert » ai-je demandé directement, sans lui offrir une chaise ni aucun autre geste d'hospitalité. Il a détourné le regard, gêné. « Je traverse des difficultés, Natalia. J'ai perdu mon dernier emploi il y a 3 mois et je ne trouve rien. Personne ne veut embaucher un homme de mon âge sans référence. » Son âge? Il n'avait que 38 ans. Ce n'était pas son âge qui l'empêchait de trouver du travail, mais sa réputation d'irresponsable et les dettes qu'il avait accumulées. « Et qu'est-ce que cela a à voir avec moi ?» ai-je demandé, gardant la voix ferme. J'ai pensé, eh bien, tu as cette énorme entreprise maintenant. Tout le monde parle de la momone Natalia. Je pensais que tu pourrais peut-être m'aider avec un prêt, juste le temps que je me remette sur pied. Un prêt? Ai-je répété le mot lentement, comme si je goûtais un aliment étrange et potentiellement empoisonné. Oui, je te promets que je rembourserai tout dès que je trouverai un emploi décent. Ou peut-être que tu pourrais me donner un travail, ici. Je peux être utile, Natalia. Je peux m'occuper de la partie financière, des factures, des fournisseurs. Comme tu t'occupais des factures de notre restaurant? Je l'ai interrompu, sentant la vieille colère remonter à la surface, détournant de l'argent vers son compte secret tout en planifiant de m'abandonner avec 2 jeunes enfants. Il a pâli. Tu savais? Je savais tout, Albert, depuis le début. Au sujet d'Éléonore, de l'appartement en centre-ville, des billets pour la rivière, de l'argent que tu volais au restaurant, tout. Il s'est effondré sur une chaise devant mon bureau sans attendre d'invitation. Son visage était un masque de défaite. « Pourquoi tu n'as rien dit? Pourquoi ne m'as-tu pas confronté? » J'ai souri légèrement, sans joie, car tu m'avais offert le plus beau des cadeaux, la motivation de changer ma vie. Si j'avais crié sur toi fait un scandale, peut-être serions-nous encore ensemble, malheureux, toi me trompant et moi faisant semblant de ne rien savoir. Au lieu de cela, j'ai choisi de construire quelque chose de mieux pour moi et pour nos filles. Nos filles, répéta-t-il, s'accrochant aux mots comme un naufragé à une planche. Comment vont-elles? Marianne doit être si grande maintenant. Et Juliette, a-t-elle toujours peur des orages? Elles vont très bien. Ce sont des filles intelligentes, éduquées et heureuses. Et non, Juliette n'a plus peur des orages. Elle joue du piano maintenant, tu sais? Elle est très douée.
Un lourd silence s'installa entre nous. À travers la fenêtre, le ciel s'était encore assombri et la pluie tombait maintenant en nappes épaisses. Des éclairs occasionnels illuminaient le bureau, suivis de tonnerres lointains. « Puis-je les voir ?» demanda-t-il enfin, la voix à peine un murmure. C'était la question que je redoutais. Les filles avaient le droit de connaître leur père malgré son indignité, mais elles avaient aussi droit à une enfance stable, sans la présence intermittente d'un homme capable d'abandonner. « Elles pensent que tu vis dans une autre ville, que tu travailles, » répondis-je après un instant. « Si tu veux les voir, il faudra que tu sois constant. Pas une visite, puis disparaître pendant des mois. Elles ont déjà assez souffert de l'abandon. »« Je ne les ai pas abandonnées, » protesta-t-il. « C'est toi qui es parti avec elles? Et pourquoi suis-je parti, Albert? Parce que tu étais déjà prêt à fuir avec ta maîtresse, nous laissant avec rien d'autre que des dettes ?» Il n'avait pas de réponse à cela. Il baissa la tête, vaincu une nouvelle fois. « Combien ?» demandai-je après un autre silence. « Quoi? Combien n'as-tu besoin pour ce prêt ?» Ses yeux s'illuminèrent un instant. « 2000 cruzeiros suffiraient pour que je me remette. Louer une chambre décente, acheter de meilleurs vêtements pour les entretiens. » J'ouvris le tiroir de mon bureau et sortis mon chéquier. J'écrivis le montant signé et détachai la feuille, la posant sur la table entre nous. « C'est ton dernier règlement, Albert. Avec cet argent, j'achète ton absence définitive. Ne reviens plus ici, ne cherche plus les filles. Ne dis à personne que c'était mon mari ou qu'il est le père de mes filles. » Il a regardé le chèque, puis moi, avec une expression de choc. Mais c'est bien plus que ce que j'avais demandé. Le chèque s'élevait à 20 000 cruzeiros, 10 fois la somme qu'il avait demandée. Considère la différence comme le prix de ta dignité. Tu vends tes droits de père, d'ex-mari, de tout ce que tu as pu être pour moi ou pour elle. Cet argent est pour que tu disparaisses de nos vies pour toujours. Ses mains tremblaient lorsqu'il a pris le chèque. Tu ne peux pas faire ça, Natalia. Je suis leur père. J'ai des droits. Quels droits, Albert? Ceux que tu as exercés quand tu as choisi de les abandonner, ou peut-être ceux que tu as exercés en dépensant l'argent censé les nourrir avec ta maîtresse? Il a rangé le chèque dans la poche intérieure de son vieux blazer, encore tremblant. Tu es devenue dure, Natalia? Non, Albert. J'ai juste appris à être forte, et je te remercie sincèrement pour ça. Je me suis levée, signifiant que notre conversation était terminée. Il s'est aussi levé, semblant soudain bien plus vieux que ses 38 ans. « Quand elles seront plus grandes, » a-t-il dit à la porte, « tu leur raconteras la vérité, que tu les as aimées à ta manière imparfaite? Oui, un jour je leur dirai que tu as préféré une autre femme et un autre restaurant plutôt qu'elles, peut-être. Cela dépendra de ce dont elles auront besoin pour avancer dans leur propre vie. » Il hocha lentement la tête, comme pour absorber chaque mot. Avant de partir, il se retourna une dernière fois. « Tu as gagné, Natalia. Tu as bâti tout ça à partir de rien. Tu as élevé nos filles seules. Tu as gagné. J'ai attendu d'entendre l'ascenseur descendre pour me laisser retomber sur la chaise. » Il n'y avait pas de larmes, juste une étrange sensation de boucle bouclée, comme si un long et difficile chapitre d'un livre se refermait enfin. Ce soir-là, quand je suis rentrée à la maison, j'ai étreint mes filles plus fort que d'habitude. En regardant ces visages innocents, si pleins de promesses, je me suis juré de ne jamais laisser Albert ni aucun autre homme nous faire souffrir à nouveau. La revanche la plus douce ne résidait pas dans l'argent que j'avais ou dans le succès de mon entreprise. Elle était dans l'indépendance que j'avais conquise, dans la capacité de protéger mes filles et de leur offrir un avenir que personne ne pourrait leur enlever. Et ainsi, tandis que la pluie continuait de tomber dehors, lavant la ville et apportant l'odeur de terre mouillée par les fenêtres ouvertes, j'ai refermé le dernier chapitre de l'histoire avec Albert et je me suis préparée à écrire les prochains chapitres de ma vie, cette fois entièrement selon mes propres termes. Certaines victoires dans la vie sont silencieuses, construites jour après jour, point par point, décision après décision. Et parfois, le destin a un sens de l'humour particulier, ramenant ceux qui nous ont blessés, juste pour qu'ils puissent constater combien nous avons prospéré sans eux. Les années 70 se sont déroulées comme une robe bien taillée, tombant parfaitement sur le corps. L'amour Natalia s'était étendu au-delà de São Paulo. En 1975, j'ai ouvert une boutique à Rio de Janeiro, au cœur d'Ipanema.
En 1977, une autre à Brasilia, desservant les épouses de politiciens et de diplomates. Chaque nouveau magasin était une étape importante dans le parcours que j'avais commencé avec seulement une machine à coudre Singer et 2 petites filles à élever. Les filles avaient grandi magnifiquement. Marianne, à 15 ans, montrait déjà un talent impressionnant pour les affaires. Elle m'accompagnait lors de mes voyages pour acheter des tissus en Europe. Elle apprenait tout sur les contrats, les fournisseurs et la gestion d'équipe. Juliette, à 13 ans, était une pianiste prometteuse, remportant des concours pour jeunes et enchantant tous par sa sensibilité musicale. Elles étaient opposées en personnalité, Marianne pratique et ambitieuse comme je l'étais devenue, Juliette rêveuse et artistique, mais inséparables comme des sœurs. Après cette visite d'Albert en 1973, je n'ai plus eu de nouvelles directes de lui. J'ai su par des connaissances qu'il avait utilisé l'argent que je lui avais donné pour ouvrir un petit bar sur la côte de Santos. L'affaire n'a pas duré plus d'1 an avant de faire faillite, comme toutes les précédentes. Après cela, les informations se faisaient de plus en plus rares, comme s'il était devenu une ombre de plus en plus ténue du passé. Ma vie personnelle est restée centrée sur mes filles et mon entreprise. Il y a eu des prétendants, bien sûr, des entrepreneurs, des médecins, même un homme politique important, mais quelque chose en moi s'était fermé à l'idée de partager ma vie à nouveau avec un homme. J'avais appris la valeur de l'indépendance de la manière la plus dure et je n'étais pas prête à risquer de la perdre. Ce fut en 1979 que le destin prépara sa rencontre la plus ironique. L'Amont Natalia était déjà un empire de la mode, avec 5 boutiques réparties à travers le Brésil et des projets pour une succursale internationale à Paris. Je venais d'acheter un manoir historique sur l'Avenida Paulista pour en faire le nouveau siège de l'entreprise, avec assez d'espace pour un atelier, un showroom et des bureaux administratifs. Pendant la rénovation du bâtiment, je venais presque tous les jours suivre les travaux. Lors d'une de ces visites, j'ai remarqué un homme d'âge moyen parmi les ouvriers transportant des matériaux lourds d'un côté à l'autre. Il y avait quelque chose de familier dans son profil, dans sa façon de marcher, mais je n'arrivais pas à le reconnaître immédiatement. C'est l'ingénieur responsable du chantier qui, sans le savoir, a dévoilé l'identité de l'homme. « Albert, fais attention à ces poutres, bonhomme. Elles sont très chères. » a-t-il crié au travailleur. Je suis resté figé lorsque l'homme s'est retourné. Même sous la couche de poussière, même avec une barbe de plusieurs jours et une casquette couvrant une partie de son visage, je l'ai reconnu instantanément. Albert, mon ex-mari, l'homme qui avait prévu de me quitter avec 2 jeunes enfants, l'homme dont la trahison m'avait, sans le vouloir, donné la force de construire tout ce que je possédais aujourd'hui. Il ne m'a pas vu ce jour-là. J'étais à l'étage du manoir observant la cour intérieure où les ouvriers transportaient des matériaux. Un instant, j'ai pensé partir sans rien dire, prétendre que je ne l'avais jamais reconnu. Ce serait plus facile, plus propre, de laisser le passé enterré là où il devait rester. Mais quelque chose en moi avait besoin de ce dernier épisode. Peut-être était-ce la fille blessée que j'avais été un jour. Peut-être la femme fière que je suis devenue. J'ai appelé l'ingénieur dans mon bureau improvisé sur place. Ce travailleur, Albert, quand a-t-il été embauché? Ai-je demandé d'un ton détaché feignant de réviser des documents. Il y a environ 2 semaines, Madame Natalia, nous avions besoin de bras supplémentaires pour finir le chantier dans les temps. Pourquoi? Y a-t-il un problème avec lui? A répondu l'ingénieur. Non, aucun, ai-je répondu. Ah, il m'a juste l'air familier. Quel est son nom complet? Ai-je demandé. Albert Silva Menezes, a répondu l'ingénieur en consultant une fiche. Voulez-vous que je l'appelle ici? A-t-il proposé. Ce ne sera pas nécessaire, ai-je dit, gardant ma voix ferme. Je veux juste que vous le déplaciez à un autre poste. Un autre poste, madame? A-t-il demandé. Oui, à partir de demain, je veux qu'il soit responsable du nettoyage de cet étage, celui où sera mon bureau. Juste cet étage, tous les jours, personnellement. L'ingénieur avait l'air surpris, mais il a hoché la tête. Comme vous le souhaitez, Madame Natalia. Le lendemain, je suis arrivée tôt sur le chantier. Je me suis installée dans la salle qui allait devenir mon bureau, un grand espace avec des fenêtres donnant sur le jardin intérieur du manoir. J'ai posé sur la table les plans de la rénovation, quelques catalogues de tissus, importé mes notes pour la prochaine collection, puis j'ai attendu.
Peu après 8 heures du matin, j'ai entendu un léger coup à la porte. « Entrez », dis-je, sans lever les yeux de mes papiers. La porte s'est ouverte lentement et même sans regarder, j'ai senti sa présence. C'était comme si l'atmosphère de la pièce changeait subtilement, chargée du poids de souvenirs anciens, de douleurs passées, de décisions qui avaient bouleversé le cours de nos vies. « Bonjour, madame, je suis venue faire le ménage », dit la voix qui m'avait un jour promis un amour éternel. J'ai lentement levé les yeux, croisant son regard. La reconnaissance illumina son visage, suivi d'une pâleur glaciale. Il semblait avoir vieilli de 20 ans, pas seulement de 10. Les cheveux tout gris, des rides profondes, autour des yeux des mains calleuses, tenant une serpillière et un seau d'eau. « Natalia » murmura-t-il, comme s'il ne pouvait croire ce qu'il voyait. « Bonjour Albert » répondis-je calmement. « Quelle surprise de nous retrouver ici !» Il resta figé dans l'embrasure de la porte, comme suspendu dans le temps et l'espace. La serpillière tremblait légèrement dans ses mains. « Vous êtes la propriétaire de tout ça ?» « Oui, la maison Natalia s'agrandit. Ce sera notre nouveau siège social. » Il déglutit, regardant autour de lui cette pièce imposante, les documents posés sur la table. Pour moi, désormais une cadre élégante de 38 ans, bien loin de la jeune femme effrayée qu'il avait connue. « Je ne le savais pas, » commença-t-il. « Si j'avais su que c'était votre entreprise, je n'aurais jamais accepté le poste. » Je repris. « Pourquoi ? C'est un travail honnête, il n'y a pas de honte à ça. » Il baissa les yeux, un rouge lui montant aux joues. « Vous pouvez commencer par le sol, » lui indiquai-je, « puis les fenêtres. Je veux que tout soit impeccable. » Pendant l'heure suivante, Albert nettoya le sol de la pièce à genoux, tandis que je travaillais sur mes croquis, passais des appels et recevais l'ingénieur pour discuter des détails du chantier. C'était surréaliste de le voir là, l'homme qui avait un jour projeté de me laisser dans la misère, occupé à laver le sol de l'empire que j'avais bâti. Lorsqu'il eut fini le sol, il se redressa avec difficulté. Je remarquai qu'il boitait légèrement de la jambe droite. « Un accident », expliqua-t-il en remarquant mon regard. « Au travail, il y a 3 ans. Je ne m'en suis jamais complètement remis. » J'acquiesçai sans répondre. Il se remit à nettoyer les fenêtres, en silence. Ce n'est que lorsqu'il eut presque fini que je repris la parole. « Comment es-tu arrivé ici, Albert ? Je pensais que tu gérais ce bar à Santos. » Il s'arrêta, le chiffon suspendu dans sa main. « Il a fait faillite, comme toutes les entreprises que j'ai lancées après notre restaurant. On dirait que je n'ai pas le don que tu as pour les affaires. »« Ce n'est pas une question de don particulier, » répondis-je. « C'est une question de persévérance, de se relever chaque jour et de continuer, même quand tout semble impossible. » Il se tourna vers moi, les yeux embués de larmes. « Les filles, comment vont-elles ? » « Elles vont très bien. Marianne termine le lycée et envisage d'étudier la gestion à Paris. Juliette est une pianiste talentueuse. Elle a déjà remporté des concours nationaux. « Paris, notre Marianne à Paris, » murmura-t-il. « Elles savent pour moi ?» J'hésitai un instant. « Elles savent l'essentiel, que leur père et moi nous sommes séparés quand elles étaient petites, qu'il a suivi sa route tandis que je bâtissais la nôtre. » Tu ne leur as pas dit ce que j'allais faire ? Non, je ne voyais pas l'intérêt de leur faire détester leur père. Des larmes coulaient librement sur son visage marqué. Aujourd'hui, tu es une femme bien meilleure que celle que je méritais, Natalia. Cela n'a rien à voir avec toi, Albert, répondis-je calmement. Il s'agit d'elle, de ce qui était le mieux pour nos filles. Il s'essuya les larmes du dos de ses mains rugueuses. Tu crois ? Penses-tu que je pourrais un jour les revoir? Juste une fois pour apprendre à les connaître? Je ne dirai pas que je suis leur père, si tu préfères. J'avais longuement réfléchi à cette question. Une part de moi voulait nier, vouloir préserver les filles de toute douleur liée à son retour. Mais une autre part, mûrie par les années, savait qu'elles avaient le droit de choisir elles-mêmes. « Je vais leur demander, » répondis-je finalement. « Elles sont presque adultes maintenant. Elles pourront décider si elles veulent ou non te connaître. » Une lueur d'espoir fragile illumina ses yeux fatigués. « Merci, Natalia, c'est plus que ce que je mérite. Continue à travailler ici, » dit-il en changeant de sujet. « Fais du bon travail. Si tu as besoin d'une recommandation, une fois le chantier terminé, je pourrai parler à l'ingénieur. » Il parut surpris. « Tu ne vas pas me renvoyer après tout ça ? »
Pourquoi? Parce qu'un jour tu as voulu m'abandonner? Regarde-nous maintenant, Albert. Regarde où chacun en est arrivé. Tu crois que je ressens encore de la rancune? En réalité, ce que je ressentais n'était pas vraiment du pardon. C'était autre chose, plus proche d'une indifférence compatissante. Comme quelqu'un qui regarde une vieille cicatrice et peine à se rappeler la douleur qu'elle a causée. Dans les mois qui suivirent, Albert continua les travaux de rénovation. Chaque jour, il nettoyait mon bureau, changeait parfois des ampoules, réparait de petites choses. Toujours poli, toujours la tête baissée en ma présence. Les autres employés remarquaient ce respect étrange qu'il avait pour moi, mais personne n'osait poser de questions. J'ai parlé avec Marianne et Juliette du retour de leur père. Comme prévu, Marianne, toujours pragmatique, montra peu d'intérêt. Il a eu 10 ans pour nous retrouver, maman. Pourquoi maintenant? Juliette, plus sentimentale, était curieuse. Il me ressemble, j'ai quelque chose de lui. Nous avons convenu d'un rendez-vous informel, un déjeuner dans un restaurant tranquille. Je leur expliquais qu'elle n'avait rien à décider ce jour-là, juste à le rencontrer comme un vieil ami de la famille. Albert arriva nerveux, portant ce qui était clairement son plus beau costume. Pourtant, il était encore trop modeste pour le restaurant que j'avais choisi. Le déjeuner fut poli mais gênant. Albert tentait désespérément d'impressionner, racontant des histoires exagérées sur ses aventures après notre départ de São Paulo. Les filles étaient courtoises, mais réservées. Marianne en particulier l'observait avec un regard critique qui me rappelait tant de choses. Juliette souriait davantage, ravie de découvrir que Albert aimait aussi la musique. À la fin de la rencontre, quand Albert partit aux toilettes, Marianne prit ma main sous la table. « Merci, maman, » murmura-t-elle. « Merci de quoi, chérie? »« D'avoir été forte pour nous deux, de ne pas être restée avec lui. » Ces mots valaient plus que toute vengeance que j'aurais pu imaginer. La reconnaissance de ma fille, la certitude profonde que mes décisions difficiles avaient été les bonnes, la conviction que le chemin que j'avais choisi, aussi ardu soit-il, nous avait menés à un endroit meilleur que si j'étais restée dans ce mariage. Les travaux du nouveau siège de Mon Natalia furent achevés en décembre 1979. Lors de la fête d'inauguration, avec du champagne français, un orchestre live et la présence de la haute société Polistana, j'aperçus Albert parmi les ouvriers qui aidaient à servir les plateaux. Nos regards se sont croisés brièvement à travers la salle. Il a légèrement incliné la tête dans un geste qui semblait à la fois être une salutation et une demande de pardon. J'ai répondu par un bref signe de la main, ni amical, ni hostile, juste une reconnaissance du passé partagé et des vies radicalement différentes que nous avions construites depuis. Ce soir-là, en observant mes filles converser avec animation avec les invités, j'ai pensé à l'extraordinaire parcours que j'avais fait depuis ce matin de mars 1969, quand je suis partie de chez moi avec seulement 2 valises et une détermination féroce à survivre. Non seulement j'ai survécu, mais j'ai prospéré. J'ai transformé la trahison en détermination, l'abandon, en indépendance, la douleur en force créative. La revanche la plus douce n'a pas été de voir Albert nettoyer le sol de mon bureau, bien que je confesse qu'il y avait une certaine satisfaction poétique dans cette scène. La véritable vengeance fut la vie pleine que j'ai construite, l'empire que j'ai créé à partir de rien, les merveilleuses filles que j'ai élevées seules, les centaines de femmes que j'ai employées au fil des ans dans mes magasins. La véritable revanche a été de découvrir, à travers l'adversité, la force qui a toujours été en moi, attendant simplement le bon moment pour se réveiller. Et maintenant, à 84 ans, en regardant en arrière sur cette longue vie de défis et d'accomplissements, je peux dire avec certitude, parfois, ce qui semble être la fin de tout n'est que le début de quelque chose d'extraordinaire. Il suffit d'avoir le courage de faire le premier pas, de transformer la douleur en détermination, de coudre point par point une nouvelle histoire. Car au final, la meilleure revanche n'est pas de faire souffrir l'autre, c'est de montrer comment vous avez fleuri, malgré la douleur qu'il vous a causée. C'est d'utiliser la trahison comme un tremplin pour atteindre des sommets que vous n'auriez jamais imaginés. C'est de devenir une version si grandiose de soi-même que, lorsque vous retrouvez enfin celui qui vous a fait du mal, la seule chose que vous ressentirez sera de la gratitude d'avoir été forcé de découvrir votre propre force. C'est l'histoire que je vous raconte aujourd'hui.
pas comme un conte de fées, mais comme un témoignage que nous sommes bien plus forts que nous ne l'imaginons, que nous pouvons repartir de zéro, qu'une femme déterminée avec une machine à coudre et un rêve peut construire un empire non seulement de tissus et de fils, mais de dignité, d'indépendance et d'amour-propre. Mes chers, si vous avez aimé mon histoire, n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter et de vous abonner à la chaîne. À bientôt. Oui,